Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand format de Smart Impact que je vous propose aujourd'hui, 1 heure pour creuser les enjeux de transformation environnementale et sociétale avec un grand entretien, 26 minutes face à une personnalité qui compte dans notre économie et cette question prêt pour l'impact que je poserai à Éric Duverger, le fondateur de la Convention des entreprises pour le climat. Pour ouvrir cette émission, je reçois dans 1 minute Stéphane Cronier, le directeur général d'Inverto France, cabinet de conseil spécialisé dans la logistique et les achats. On évaluera les conséquences de la guerre commerciale mondiale déclenchée par Donald Trump. Dans notre débat, on va découvrir ensemble le GIECO, groupe international d'évolution du comportement pour la transition, au comment faire du facteur humain le moteur de la transformation. Et puis dans notre rubrique Start-up, je vous présenterai Blanc, organisme de formation qui s'installe cet été dans l'ancienne manufacture de lin à Laval. Il sera question de textile. Voilà pour les titres, c'est parti pour ce Smart Impact en format XXL. L'invité de Smart Impact, c'est Stéphane Cronier. Bonjour. Bonjour Thomas. Directeur général d'Inverto France. On va parler de la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump, des risques, mais aussi des opportunités. Il y en a que ça représente pour les entreprises en France et en Europe. Un mot d'Inverto France, qui est une filiale du Boston Consulting Group. Votre spécialité, c'est quoi? Logistique, achat? Alors c'est achat et ce qu'on appelle au sens plus large la gestion des chaînes d'approvisionnement. Oui. Donc tout ce qui est flux physique et d'information pour que les produits arrivent au bon endroit au bon moment et à un coût raisonnable. Oui. Et donc, vous ne chômez pas depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche? Non, après les épisodes Covid, Ukraine, qui ont créé des perturbations massives sur les chaînes d'approvisionnement, maintenant c'est les droits de douane et il y a des nouvelles tous les jours, donc il faut être flexible. Ouais. Quand vous avez vu Donald Trump présenter sa liste des taxes douanières, là, ce Liberation Day, comment vous avez réagi ? Est-ce que vous avez cherché une cohérence déjà dans les chiffres qu'il annonçait? Il y a une méthode de calcul qui a été expliquée, qui était plutôt simpliste. Après, il y a eu un moment quand même de sidération vis-à-vis des montants qui ont été annoncés. Et puis après, on a vu un certain nombre de pays répondre, dont la Chine, et une réponse encore des Américains. Donc aujourd'hui, si on regarde les droits de douane, je vous apprends rien, entre la Chine et les États-Unis, on est à 145%. De droits de douane, donc on a des montants vraiment punitifs. Oui, en fait, ça veut dire fermer l'entrée du pays à ses produits quand on est à 145%. C'est fermer l'entrée, ou là, en fait, c'est intéressant, Bloomberg a sorti récemment une petite étude. Ils ont pris un cargo qui est parti le 2 avril de Chine, qui est arrivé donc juste avant l'annonce d'augmentation des droits de douane, qui vient d'arriver aux États-Unis. Il y avait à peu près 550 millions de valeur dans le porte-container. Une fois arrivé aux États-Unis, il y avait plus de 400 millions de droits de douane supplémentaires à payer. C'est énorme. Alors Donald Trump, il a finalement annoncé une pause de 90 jours qui nous mène grosso modo jusqu'à la mi-juillet. Alors sauf pour la Chine, on va en reparler après. Mais comment les entreprises peuvent mettre cette pause à profit? Il y a des choses à faire en ce moment? Absolument. Alors il y a plusieurs types d'actions à mener. Il y a des actions d'abord de mise en place de rien de très original, de cellules de gestion de crise. La plupart des entreprises ont fait pour piloter un petit peu entre les annonces, les actions de très court terme. Il y a des actions d'influence aussi. On a vu récemment des entreprises dans le secteur automobile, dans le secteur du high-tech, aller discuter avec des lobbyistes vers le gouvernement américain et obtenir des exemptions, un gel, des mesures. On a vu ça sur l'industrie automobile, on a vu ça sur l'industrie du high-tech. Et donc, plutôt que de répondre frontalement dans les médias, cette stratégie d'influence peut être intéressante. Et puis après, il y a un certain nombre d'actions plus pratiques. Donc, c'est celle que je regarde, moi, sur nos sujets achat et gestion des chaînes d'approvisionnement, qui est des choses très court terme, donc de repriorisation, décalage des flux. On a vu par exemple des constructeurs automobiles type Audi, Jaguar Land Rover arrêter en fait d'expédier leurs voitures neuves aux États-Unis, s'appuyer sur le stock qu'ils ont déjà dans leur réseau de distribution pour satisfaire la demande client, en attendant d'en savoir plus, puisque les droits sont punitifs. Et puis après, on a des actions un peu plus long terme, de modélisation des impacts, de définition des scénarios pour prendre des actions de type
chercher des nouveaux fournisseurs, par exemple, dans des zones moins impactées, même s'il y a un moment d'incertitude. Et puis, faire des scénarios, on en a parlé, pour se préparer une fois qu'on arrivera au 9 juillet et qu'il y aura peut-être un peu plus de stabilité, mais il ne faut pas avoir d'illusions non plus là-dessus. C'est pas garanti. Pour être capable d'enclencher les scénarios de réponse. Oui. Alors c'est passionnant ce que vous dites, parce qu'il y a à la fois toutes les stratégies possibles. Parfois il faut agir, parfois il faut attendre. On est face à une incertitude qui est l'essence même de Donald Trump depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche. On a oui, son contraire, une solution médiane le troisième jour, il occupe l'espace médiatique comme ça. C'est quand même compliqué pour les entreprises de prendre des décisions sur le long terme dans un tel contexte. Alors exactement, donc il y a des décisions comme changer des lieux de production, comme qualifier de nouveaux fournisseurs dans des zones géographiques qui demandent des investissements massifs. Donc là, il est urgent d'attendre, mais on se prépare en définissant justement ces scénarios, utilisant des outils digitaux pour modéliser les impacts et être prêt. Ceci dit, il y a un certain nombre d'actions que des sociétés avaient déjà commencé à enclencher, notamment à l'époque du Covid, de l'Ukraine, qu'on est de toute façon en mesure d'accélérer. Si je prends un exemple, Apple avait commencé à déplacer des moyens de production de ses iPhones de vers la Chine, vers l'Inde, à accélérer ce mouvement ces dernières semaines pour justement couvrir presque l'ensemble des besoins de la demande aux États-Unis par ces moyens de production en Inde. Par ces biens de production en Inde. Alors, si on parle au niveau européen, parce que l'Union européenne, après la pause annoncée par Donald Trump, l'Union européenne a, on va dire, reporté ses représailles. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut à la fois répliquer aux États-Unis sans se jeter dans les bras de la Chine. C'est quand même une ligne de crête, ça, dont on parle. Oui, et donc pour les entreprises européennes, c'est très compliqué. Il y a des entreprises européennes avec une empreinte de toute façon mondiale et elles vont accélérer leur politique de régionalisation de leurs moyens de production. Là, on voit par exemple Mercedes-Benz a annoncé des investissements sur des lignes de production aux États-Unis pour produire certains de leurs modèles. On a vu LVMH qui avait déjà une usine de production aux États-Unis qui va continuer à accélérer sur ces choses-là avec des challenges particuliers, puisqu'on a des challenges sur la main-d'œuvre qualifiée ou pas, sur des problèmes des fois de qualité. Oui, effectivement. Avec des droits de douane qui finalement, ce que j'entends, qui impactent quand même déjà parfois la résilience des entreprises. C'est-à-dire que c'est récent, mais il y a des effets concrets dès aujourd'hui ? Il y a des effets concrets. Ce que vous racontiez sur le container bloqué et la valeur de son... Non, il y a des effets concrets. On a une entreprise industrielle que je ne citerai pas, mais avec lesquelles on a échangé récemment, qui produit dans l'ensemble du monde et qui a récemment en fait redirigé ces flux vers les États-Unis qui servaient historiquement depuis la Chine, maintenant servaient de base en Asie du Sud-Est ou de leurs usines en Europe. Donc on commence à voir un certain nombre de réconfigurations et donc on parlait de capacité de résilience, d'agilité, c'est absolument clé. Ça avait été commencé à être construit au moment du Covid sur des problématiques de résilience qui étaient dirigées vers assurer la disponibilité des produits. Là, on est sur assurer le maintien de ma marge autant que possible, et c'est compliqué, mais c'est le même genre de dynamique en termes de capacité à réagir vite et à mobiliser ces moyens de production dans différentes parties du monde. Si on reprend le bras de fer États-Unis-Chine, l'une des annonces là, de ces derniers jours, c'est l'ouverture de discussions directes entre émissaires américains et chinois qui vont se dérouler en Suisse. Là aussi, si on parle d'une entreprise mondiale, il y a des conséquences qui se font déjà sentir. Est-ce qu'on peut rester, si vous essayez d'anticiper, quand vous conseillez vos clients, vous dites on ne va pas rester à 145% de droits de douane, c'est pas possible, parce que les deux économies en souffrent d'une certaine façon. Et aujourd'hui, c'est tellement difficile d'anticiper. En fait, on n'essaye pas de deviner quel va être le résultat final. En fait, on aide nos clients à se positionner autour de différents scénarios. Donc, il y a des scénarios plus réalistes que d'autres. Mais il y a des scénarios où on dit oui, les choses vont se tasser, et on va arriver à quand même 10-20% de droits de douane, et puis on a des scénarios extrêmes. Mais il faut, par rapport à ces scénarios, avoir des plans d'action. Il faut avoir une réponse pour chaque scénario. D'accord. Des plans d'action appropriés qu'on est capable d'activer autour du 9 juillet, quand les choses seront peut-être plus claires. Mais entre-temps,
n'importe quoi peut se passer. Ouais. Dites d'ailleurs, laquelle des deux économies, c'est la chinoise ou l'américaine qui a le plus à perdre de ce bras de fer? Je pense que c'est des deux côtés, pour être clair. Ça va dépendre des entreprises. Et on le voit, en fait, les conséquences sont vraiment spécifiques à chaque type d'industrie. Et même dans chaque type d'industrie, on a des sociétés qui sont, en fonction de leur empreinte géographique, qui sont impactées directement. Sur l'industrie automobile, Renault, par exemple, est relativement peu impacté puisque n'adresse pas le marché américain, à la différence d'autres entreprises plus globales comme Stellantis, par exemple. Ouais. Est-ce que, alors on parlait de l'Europe, on parlait des opportunités aussi, opportunités de quoi? De relocalisation, et donc on est dans une émission qui s'appelle Smart Impact, de décarbonation? Alors il y a effectivement des opportunités de relocalisation de ce qu'on appelle, alors j'ai utilisé un anglicisme, de friendshoring, donc de déplacer ces moyens de production, ces bases fournisseurs vers des pays vus comme un peu plus amis. Et puis, donc il y aura un enjeu de décarbonation puisqu'on produira au plus proche. Après, je parlais de scénarios, de créer de la visibilité sur les impacts. En fait, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on les aide à cartographier l'ensemble de la chaîne étendue. C'est quelque chose qu'on avait initié sur les problèmes de résilience et de Covid, qu'on réactive maintenant dans les problématiques de droits de douane. Et en fait, une fois qu'on a cartographié cette supply chain étendue, donc les fournisseurs de rang 1, mais aussi les fournisseurs de ces fournisseurs de rang 2, rang 3, en fait, on est capable, puisque vous le savez, près de 60% en moyenne des émissions de carbone sont produites dans cette supply chain étendue, c'est de cartographier les émissions de carbone et de focaliser en fait ces efforts en termes de réduction de cette empreinte. Et ce que je vois, c'est que dès qu'on travaille sur les problématiques de résilience et qu'on crée de la visibilité sur l'ensemble de la supply chain, immédiatement, les équipes autour des sujets de développement durable viennent se dire « est-ce qu'on peut utiliser cette visibilité pour prendre nos actions sur la réduction de l'empreinte carbone. Merci beaucoup Stéphane Cronier, à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, les sciences du comportement au service de la transformation environnementale et sociétale. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Stéphane Labranche, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes coordinateur scientifique du GIECO. Amélie Rouvin, bonjour, la fondatrice d'Ecosofia. On va déjà découvrir le GIECO. J'avoue que je ne connaissais pas le GIECO. C'est une déclinaison du GIEC, c'est ça? Non, ce n'est pas. On est un groupe indépendant d'experts sur les comportements. L'idée de base, c'est on s'est réunis en se disant, mais si on regarde la crise écologique, c'est une conséquence de nos modes de production, de consommation, de nos modes de vie. Et donc, il nous semblait que l'essentiel du problème n'était pas sur les comportements de molécules dans l'atmosphère, mais bien du comportement humain. Et quand on a regardé au niveau international, il y avait pas mal de recherches sur les comportements, mais il n'y avait rien, en fait, de coordonné. D'où l'idée du GIECO, de groupe donc d'experts sur le changement de comportement, avec notre premier rapport qui va sortir sur le rôle du facteur humain dans la transition. D'ailleurs, on parle de quelle science du comportement? Parce que c'est vaste. En fait, on parle de toutes les sciences, même la philosophie, l'économie, le droit, la sociologie, l'anthropologie, la psychologie. Puis on essaie d'aller un peu plus loin parce que quand on parle de biodiversité, par exemple, ce sont des humains, on rentre en contact avec des vers de terre, avec des pandas, avec des fourmis. Et donc, ce qui veut dire qu'on a aussi besoin de travailler avec des écologues, on a besoin de travailler avec des climatologues. Mais toujours avec cette emphase sur qu'est-ce qui fait que l'on change ou qu'on ne change pas en tant qu'humain. Même quand on reçoit de l'information scientifique qui nous dit il faut changer parce que sinon, ça va être la cata. Effectivement, et on est au cœur des enjeux parce qu'on se rend compte que l'acceptabilité finalement de cette transition, et peut-être qu'on a une responsabilité collective dans la difficulté à l'accepter, c'est ce qui la freine. Donc on est vraiment au cœur des enjeux dont on parle tous les jours dans cette émission. Pourquoi vous avez créé Ecosofia? C'était en 2021, c'est ça? Oui, alors Ecosofia, c'est en référence à l'écosophie, qui est un courant de l'écologie profonde. D'accord. C'est une approche holistique. Et pourquoi on en a besoin en ce moment? Parce qu'en France, l'écologie est plutôt dévoyée. C'est une écologie politique qui est vue comme punitive ou alarmiste. Et là, c'est une approche intégrale, holistique, dans une dimension à la fois philosophique et pragmatique.
Et ECO s'écrit avec un H pour apporter la dimension de l'humain, puisqu'on accompagne les entreprises dans la transition écologique au-delà du développement durable pour aller vers le régénératif. Et on accompagne aussi les dirigeants et les équipes dans leur propre leadership. Ça fait quoi? Ça fait plusieurs décennies, peut-être 50 ans ou plus, que les scientifiques nous alertent sur la transformation, le changement climatique. Pourquoi leur message ne s'est pas transformé en action collective? Oui, 50 ans, effectivement, de 1972, le rapport du Club de Rome, les limites à la croissance. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le développement durable. Et j'ai cette question clé qui me taraude, c'est pourquoi, on a beau savoir depuis 50 ans qu'on va dans le mur, pourquoi on n'arrive pas à faire cette transition sociétale? Qu'est-ce qui bloque? Et c'est compliqué de trouver la réponse. Mais, au fond, pour moi, on se trompe de constat, donc on se trompe de solution. On se trompe de constat parce qu'on n'a pas une crise écologique. Au fond, c'est multicrise. C'est crise climatique, évidemment, crise sociale, crise financière, crise de défiance du politique. Derrière ça, notre société est quasiment au bord du burn-out. Et donc, on arrive à des fausses bonnes solutions. On se trompe de solution. La solution, c'est pas des véhicules électriques neufs qui pèsent 2 tonnes avec énormément d'informatique embarquée. Et la solution, c'est pas de capter le CO2 et de l'enfouir dans le sous-sol. Ça, c'est du technosolutionnisme. Donc, avec le développement durable, on a essayé de découpler la consommation de ressources de la croissance du PIB, et ça ne marche pas. On continue à aller dans le mur. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme, aller aux causes racines. Vous publiez, je crois que c'est le 2 juillet, le premier rapport du GIECO. Gros travail, vous me disiez ça juste avant qu'on démarre le débat. Oui, c'est un gros travail parce que l'idée, c'est de recueillir différentes disciplines qui bossent ensemble. Et on a tout un processus scientifique derrière. Donc, chaque chapitre est lu par 3 scientifiques extérieurs qui font des commentaires, des retours. Et moi, j'ai lu chacune des phases sur tous les chapitres. Mais on n'a pas voulu non plus en rester à un constat de ce que la science dit sur pourquoi on change ou on ne change pas. On a insisté auprès des auteurs pour nous dire, OK, selon vous, dans votre science de la communication, de la psychologie, de l'économie, quels sont les facteurs de changement qui peuvent aller dans le bon sens? Oui, c'est ça. Quelles recommandations? Comment on peut finalement trouver des solutions? Pour moi et pour le GIECO, ce n'est pas suffisant d'en rester à un constat, de dire ça va mal. Non. L'idée, c'est de dire oui, mais la science a des choses aussi. Nos sciences comportementales ont des choses à dire très intéressantes et pertinentes sur. En fait, est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qu'on met en œuvre et des choses qu'on devrait faire qu'on ne met pas encore en œuvre? Alors, bon, on ne va pas révéler tout ce qu'il y a dans le rapport, évidemment, en avant-première, mais quand même, s'il y a une ou 2 recommandations comme ça qui vous semblent importantes, nées de ce travail de recherche, de ce travail scientifique, vous diriez quoi? La première chose, c'est d'arrêter de penser qu'un argument écologique nous amène à changer de comportement. C'est pas vrai. C'est simplement pas vrai. Il faut penser à tous les autres co-bénéfices. Si on fait du vélo, c'est bien pour l'environnement, mais c'est bien aussi pour la santé physique. Ou peut-être que c'est plus rapide d'ailleurs que la voiture en pleine ville. Donc, passer par d'autres bénéfices. L'autre chose qui me semble très importante, c'est de ne pas passer simplement par de l'information cognitive. C'est bien la cognition, mais bon, on en est au 6e rapport du GIEC. Voilà. Les émotions sont plus importantes. Et là, il faut parler des émotions positives et négatives dans leur rôle. Mais je suis un peu sur la même voie qu'Amélie là-dessus, c'est de dire que peut-être qu'on devrait parler plus d'émotions positives par rapport à l'environnement, par rapport à la nature. Oui, on a d'abord été dans un catastrophe. Oui, on a d'abord été dans un discours alarmiste, anxiogène, voire culpabilisateur. C'est ça. Et donc ça, on sait que ça marche pas. Non, ça marche pas. Donc, il faut faire autre chose. Et ça, les sciences des comportements nous le disent en fait. Donc ça, c'est super important. Et puis, 3e chose, mais ça c'est un peu plus subtil, on a tendance à penser que ne pas bouger, ne pas changer, c'est simplement parce qu'on n'est pas intéressé ou c'est de l'immobilisme. En fait, c'est faux. Ne pas bouger est soumise à des forces très, très puissantes de ne pas bouger. Donc, par exemple, j'ai envie de devenir plus sobre, mais je vis dans une société qui m'encourage à chaque minute de ma vie à consommer plus. Et ça, c'est très puissant. C'est très, très puissant. Et donc, en fait,
Analyser et voir les choses de cette manière-là peut amener les entreprises, les collectivités territoriales, les associations à réviser leur positionnement sur comment accompagner les gens. Ouais. Amélie Rouvin, comment, si on parle d'une entreprise, tiens justement, parce qu'on a quand même beaucoup d'entrepreneurs ou de cadres ou de salariés qui nous regardent, quel conseil vous pouvez donner, c'est votre métier, à une entreprise qui justement veut aller plus loin en utilisant les sciences du comportement pour embarquer ces salariés, puisqu'on n'a pas employé le mot management, mais ça rentre dans les leviers comportementaux. Il y a 3 chapitres dans le rapport là-dessus. Ouais. Je rejoins ce que vient de dire Stéphane, parce qu'il y a 2 éléments clés pour moi. On parle des grands groupes, de la finance en responsabilité, mais au fond, ce n'est pas des coquilles vides. Derrière, ce sont des hommes et des femmes qui prennent des décisions, principalement des hommes. Donc c'est un sujet de facteur humain. Et deuxième élément, pour moi, qui est hyper important, et tu as parlé des émotions, c'est la reconnexion au vivant, à la nature. Parce qu'on vit dans une société, ici, où on est déconnecté, géographiquement, physiquement, on est éloigné des espaces naturels. Et des études ont montré que depuis les années 50, dans la littérature, au cinéma et dans la musique également, la représentation des animaux, de l'environnement, a eu tendance à diminuer. Ça veut dire que même culturellement, à la fois géographiquement, physiquement, et même culturellement, on est moins entouré de la nature. Et moins on est en contact avec la nature, moins on en fait l'expérience, moins on va être sensible aux enjeux écologiques et aux politiques proposées. Donc vous dites aux entreprises, reconnectez-vous à la nature. Alors, oui. Entre autres, parce qu'il y a plein de leviers à activer, mais c'en est un. Mais c'est pas juste le dire, puisque effectivement le rationnel ne suffit pas. La dominance de notre cerveau logico-mathématique a été faite au détriment dans notre société et dans notre éducation des autres intelligences relationnelles, corporelles, intuitives. Et d'ailleurs, les bons leaders d'entreprise sont intuitifs. Mais on parle d'approche régénérative pour une entreprise. C'est un terme qu'on emploie souvent dans cette émission. Ça peut vouloir dire, d'ailleurs ça va être le thème du grand entretien dans un instant, aller jusqu'à changer de modèle. Complètement. Changer de modèle en profondeur. Et c'est ça l'approche régénérative qui va au-delà du développement durable. C'est pas juste rajouter le pilier du vivant, humain, non humain. C'est pas à part pour les rapports RSE. C'est le socle de tout. Le socle de nos économies, le socle de notre fonctionnement. Et qu'est-ce que c'est le principe du régénératif ? C'est mettre le vivant au cœur de toutes nos décisions et de nos organisations. C'est le principe de robustesse, alors qu'on est sur un système hyper performant, mais qui du coup rend nos sociétés fragiles. C'est le principe d'émergence spontanée, qui est de favoriser les conditions pour que les êtres vivants, et on peut prendre l'organisation, l'entreprise comme un élément vivant en soi, développent leur plein potentiel. C'est également le principe c'est la pensée systémique, alors qu'on fonctionne plutôt en linéaire et en silo. Et également, dernier élément important, la croissance limitée. Si on s'inspire du vivant, un arbre ne pousse pas jusqu'au ciel. Et donc, on va interroger les dirigeants à se questionner, à aller voir ces questions courageuses, profondes, notamment de renoncement à des activités polluantes, mais qui peuvent amener à des innovations. Et donc, courageux, c'est le cœur à l'ouvrage. Donc, osons remettre du cœur dans les organisations. Je sais que c'est un gros mot. Non, mais c'est un mot magnifique, le mot courage. Mais alors, il en faut peut-être encore plus en ce moment, avec le backlash, enfin le vent contraire qui s'est levé aux États-Unis, mais aussi d'ailleurs en Europe, si on prend le résultat des dernières élections européennes. Votre rapport, il va sortir en plein dans ce contexte-là. Oui, carrément. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y falloir encore plus de courage pour tenir la barque malgré ces vents contraires ? Oui, du courage, mais je pense aussi qu'il serait important de réintroduire un peu de fun dans tout ça. Oui, vous avez raison, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, pas trop d'éco-anxiété ou pas trop de c'est exactement ça. Oui. Parce qu'en fait, changer, ça peut être drôle aussi si on le fait correctement. Si, bien entendu, en tant qu'individu, je veux changer le monde, oui, là, c'est l'échec. Il n'y a pas un seul individu qui peut changer le monde. Mais même des petits changements en équipe peut améliorer le bien-être au travail, peut donner du sens à sa vie. Se dire, bon, OK, là, j'essaye ça a fonctionné, je vais aller un peu plus loin. Et donc, réintroduire un peu de fun dans cette tentative de transition plutôt que de la peur du changement. Je pense que ça, c'est clé, absolument clé. Un dernier mot, il nous reste une minute, un mot de conclusion, Amélie Rouvin. Remettre du fun et de l'expérientiel. Et d'ailleurs, moi, j'emmène les dirigeants en forêt.
vivre l'expérience de la Deep Time Walk, la marche du temps profond, où on reconnecte aux 3,8 milliards d'années du vivant sur notre planète, à cet héritage ancestral. C'est la plus belle R&D de l'histoire. Hein. Il n'y a pas mieux. Ouais, c'est vrai. Et effectivement, dans le contexte actuel, face au backlash écologique, face à un dirigeant américain qui nous dit que la faiblesse de l'Occident, c'est l'empathie, ben non, justement. La clé, c'est le facteur humain, meilleure intégration du facteur humain et du vivant. C'est ça qui va nous permettre de réussir la transition sociétale. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On a hâte de lire le rapport du GIECO publié le 2 juillet. Merci et bravo pour ce travail. Je vous dis à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Prêt pour l'impact. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois Éric Duverger, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le fondateur de la Convention des entreprises pour le climat. Avec Bismart, on a accompagné les toutes premières sessions de la CEC. Mais on se disait avant de démarrer, c'est quand même la première fois qu'on se rencontre, donc ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la Convention des entreprises pour le climat, de quoi s'agit-il ? Je dirais que d'abord on est une association d'intérêt général. Donc on est là pour essayer de faire bouger le monde économique. Et ensuite on a une théorie du changement, c'est-à-dire comment on peut faire bouger les choses. Et nous on est très focalisé sur l'humain et à l'ordre 1 sur les dirigeants d'entreprise. On pense que c'est là que peut démarrer une impulsion qui soit puissante pour faire bouger son entreprise comme dirigeant et puis pour faire bouger en fait plein d'entreprises qui ensemble peuvent faire un mouvement de bascule pour que notre économie devienne régénérative. Et ça, alors, on va en parler bien sûr avec des détails. Oui. Mais ce qu'on fait nous très concrètement, c'est que on fait participer des dirigeants d'entreprise en collectif à des parcours de transformation qui durent environ 10 mois, dans lesquels ils vont investir 10-12 jours de leur agenda. Ouais. C'est beaucoup, 10 jours de l'agenda d'un dirigeant. Et ils vont finalement faire un constat, ils vont travailler ensemble, collectivement, pour mettre leur entreprise à la hauteur des enjeux. C'est quoi ? C'est un rendez-vous tous les mois à peu près ? Voilà, c'est un rendez-vous toutes les 6 semaines, pendant 2 jours. C'est très profond. Ils ont des conférenciers, ils ont des travaux en équipe, des travaux aussi, des réflexions individuelles. On essaie d'aller très profondément parce qu'on ne fait pas une petite remise en question. C'est aussi ça, je dirais, la CEC, notre convention. On est vraiment parti du constat qu'on devait faire un sursaut majeur et non pas des petites actions de RSE. Il faut les faire, les petites actions de RSE, mais... C'est déjà très bien. C'est déjà très bien, mais elles sont très loin du compte. Donc, il faut faire donc parfois, il faut aller jusqu'à changer de modèle, quoi. Il faut changer de paradigme. Économie régénérative, c'est votre mantra, ça veut dire quoi ? Alors, l'économie régénérative, c'est tout simple. C'est une économie qui ne se contente pas de réduire les impacts de l'économie actuelle, de réduire les impacts négatifs. C'est une économie qui se met en position d'avoir des impacts positifs nets. C'est-à-dire qu'au global, une entreprise, elle doit contribuer de manière positive au total pour la société et bien sûr à l'intérieur des limites planétaires. Donc en fait, c'est une économie où si on arrive à y basculer, on pourra de génération en génération confier aux générations futures une planète et une société dans un meilleur état que celle qu'on a récupérée. Avec donc un certain nombre d'étapes et cette feuille de route, on va voir quelques chiffres clés. Je crois que vous en êtes à plus de 1400 entreprises embarquées, 2800 dirigeants et dirigeantes embarqués, 1000 feuilles de route rendues. Ça a dû évoluer depuis que ces chiffres ont été publiés, mais rentrons dans le détail. C'est quoi une feuille de route ? Parce que je suis un ou une chef d'entreprise, je m'engage dans la Convention des entreprises pour le climat. OK, à la fin, je vais devoir rendre une feuille de route. C'est quoi ? Alors, on revient là un peu à la racine de la CEC. Parce que moi, j'ai lancé ce mouvement et j'étais entouré très vite par une super équipe en 2020. Et on était après la Convention citoyenne pour le climat que le président Macron avait lancée en 2019. Et en fait, les citoyens, ils se sont regroupés et ils avaient fait des propositions pour le monde politique en tant que citoyens. Après, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour les dirigeants d'entreprise ? Eux, ils ne sont pas là pour faire des propositions au monde politique. Parce qu'à l'ordre 1, il faut qu'ils soient exemplaires. À l'ordre 1, il faut que leur entreprise vraiment soit beaucoup plus respectueuse des limites planétaires. Donc la question qu'on s'est posée, c'est quel va être leur engagement et qu'est-ce qu'ils vont remettre à la fin de leur parcours. Et donc, on est arrivé sur cette feuille de route. Et pour toutes les personnes qui sont en entreprise, je dirais c'est simplement une feuille de route stratégique. Quelle est la stratégie de mon entreprise ? Mais au lieu de se dire
on est là pour faire plus de profits, on est là pour gagner des parts de marché. Oui. On se pose la question de comment faire que l'entreprise revienne dans les limites planétaires et contribue à la société. Donc c'est une feuille de route de redirection pour mettre, en gros il faut 5-10 ans pour arriver à le faire, se remettre donc dans l'économie régénérative. Et après, c'est très concret. Et sur notre site, il y a plus de 1000 exemples. Donc je suis entreprise dans le bâtiment, par exemple. Je veux dire, voilà, en 2035, voilà ce que je veux faire. Voilà mon cap. Mon entreprise, comment elle contribue. Donc c'est ce qu'on appelle le cap régénération. Et puis ensuite, on a des leviers. Alors qu'est-ce que je vais arrêter de faire? Les renoncements. Qu'est-ce que je vais faire en plus? Parce que ça, c'est bien. Qu'est-ce que je vais transformer dans les matériaux que j'utilise? Ou alors je vais faire plus de rénovation et moins d'artificialisation. Et puis ensuite, on a un plan d'action qui est décliné très concrètement. Et il y a un enjeu majeur, on en reparlera, qui est comment j'embarque mon écosystème. Parce qu'en fait, une entreprise, elle ne travaille pas en vase clos. Elle a déjà un écosystème interne, des centaines ou des milliers d'employés, et puis beaucoup de parties prenantes externes. Et donc là, le dirigeant, en tant que leader, il doit embarquer son écosystème. Et sinon, ça marche pas. Et évidemment, on pourrait peut-être donner quelques exemples d'entreprises qui, justement, ont fait basculer le modèle. Ce qui est intéressant, c'est le temps que ça prend. Évidemment, ce n'est pas d'un claquement de doigts, c'est un engagement sur plusieurs années. Cette feuille de route, dans l'absolu, on pourrait se dire elle n'est pas contraignante. Ben si, parce qu'elle est publique, les clients, les partenaires, tout le monde peut la consulter. Oui, c'est ça. On n'est pas, nous, on ne croit pas qu'on peut faire quelque chose de coercitif. On n'est pas là non plus pour labelliser ou pour juger en fait les entreprises. Comme je l'avais dit au départ, on croit dans la transformation humaine du dirigeant et de la dirigeante et de sa volonté de faire quelque chose de bien pour le bien commun et d'embarquer son entreprise autour. On s'aperçoit de toutes les statistiques qu'on peut avoir, c'est qu'il y a un embarquement des employés vers ce nouveau projet d'entreprise qui est majeur. L'employabilité de l'entreprise. Oui, il y a d'abord l'effet interne. Il y a l'effet interne, c'est-à-dire c'est hyper motivant. Personne n'a envie d'aller travailler dans une entreprise qui détruit la planète. Donc, et surtout les jeunes générations. Donc là, on a des taux d'engagement dans les entreprises de la CEC qui sont bien au-delà des entreprises moyennes. Et puis je donne un exemple, une entreprise assez emblématique de la CEC, Expansiance, qui est sur Mustela, la marque Mustela donc pour les bébés, et qui a une feuille de route exemplaire. Et Sophie Robert-Velu, qui est venue sur ce plateau, est une personne assez médiatisée maintenant. Ils ont énormément, au niveau de l'employabilité, ils auront énormément de personnes qui veulent rentrer dans leur entreprise. Parce que justement, il y a beaucoup d'employés qui ont envie de trouver du sens dans leur travail. On peut prendre un autre exemple, je crois que c'est Renault Trucks par exemple, parce que c'est bien de voir qu'il y a des entreprises de toute taille, de tout secteur. Alors Renault Trucks, c'est vrai que partout, quoi. Nous on nous pose souvent la question, comment c'est possible de parler d'économie régénérative pour une entreprise qui fait des camions? Et là je dirais un premier exemple, le PDG de Renault Trucks, Christophe Martin, il a dit publiquement, et c'est sorti sur une revue, sa revue professionnelle, il a dit « je veux vendre moins de camions ». On doit arrêter la culture des camions Kleenex. Donc on fabrique un camion, puis au bout de 3-4 ans, il est usé, on le jette, on le met à la casse. Et donc là, ils ont créé toute une chaîne pour reprendre les camions, leur donner une deuxième vie, voire une troisième vie, les faire durer en gros 2 fois plus longtemps. C'est un changement de posture. Ils vont faire moins de chiffre d'affaires. Mais au global, ils vont peut-être gagner plus d'argent. Et sur Renault Trucks, on a vraiment cet exemple. Le taux d'engagement des employés est en France 15% plus haut que le meilleur deuxième pays de la galaxie Renault Trucks. Donc vraiment, il y a quelque chose, il y a un engouement qui se crée autour de la feuille de route. Comment vous avez recruté les 150 premières entreprises qui ont décidé de jouer le jeu de la Convention des entreprises pour le climat? Parce que, j'imagine la scène, vous arrivez, vous avez quoi? Vous avez vous avez l'idée, quoi. On a l'idée et 5 slides PowerPoint. C'était ça, ce qu'on avait au début. Notre force de conviction. Je dirais qu'on a fait un petit hacking, qu'on dirait dans le milieu. C'est-à-dire qu'on a profité de l'effet de souffle de la Convention citoyenne pour le climat. Moi, je connais plein de personnes qui se sont dit « j'aurais bien aimé être tiré au sort pour pouvoir contribuer ». Et donc, il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise qui ont envie de s'engager plus, qui ont envie de s'engager pour la société, en fait. On a du pouvoir quand on est en entreprise, on a un super pouvoir quand on est leader en entreprise et qui ont répondu à cet appel. Donc c'est vrai que, pour l'anecdote, c'était en décembre 2020, on a fait un communiqué de presse, mais personne ne nous connaissait, donc a été très peu relayé. Jean-Marc Jancovici a fait un post LinkedIn et puis voilà, on a eu deux, trois échos dans la presse et on s'est préparé, on avait créé un petit site internet où il y avait un formulaire de candidature et au bout d'une semaine, on a déjà 90 candidatures. On a été surpris nous-mêmes de cet engouement. Donc il y avait, je pense, l'envie des dirigeants de contribuer plus pour la société. Vous aviez passé, je crois, plus de 20 ans chez Michelin. Cette expérience, elle vous a servi
j'imagine. Et en quoi elle vous a servi ? Elle me sert, je dirais, tous les jours, parce que quand on a cette ambition un peu déraisonnable, d'essayer de transformer le monde économique, on connaît son inertie, on sait aussi ce paradigme, il est très installé, les forces d'argent, elles sont très installées, donc on a un côté idéaliste, mais c'est vrai que dans les équipes CEC, on vient tous du monde de l'entreprise, donc on connaît hyper bien l'entreprise. Moi, j'ai travaillé chez Michelin dans plein de fonctions, finance, marketing, commercial, dans plein de pays aussi. Moi, j'ai passé 5 ans aux États-Unis. Donc, c'est vrai que je pense pouvoir dire que de l'intérieur, je comprends assez bien les mécanismes et aussi les inerties, les prises de décision. Et donc, je crois qu'on est assez pertinent dans nos parcours. Et d'ailleurs, on a un taux de participation très fort des dirigeants. Un dirigeant d'entreprise, son agenda, c'est très précieux. Donc, le fait qu'ils viennent, qu'ils reviennent de session, qu'ils s'investissent comme ça 10-12 jours de leur agenda, chaque minute est précieuse, mais on fait attention à ce que ce soit pertinent pour les dirigeants. Alors, cette pertinence, je crois qu'on peut avoir. Quelques chiffres justement sur ce bilan de là ou des conventions, parce qu'on va expliquer qu'elles se sont démultipliées des entreprises pour le climat. 67% des entreprises déploient leur feuille de route dans le calendrier fixé. 91% des entreprises ont mis en place des dispositifs d'acculturation et de sensibilisation des collaborateurs. Et puis, autre chiffre, 53% des entreprises ont intégré leur partie prenante dans la gouvernance et 40% ont déjà opéré des renoncements dans l'évolution de leur modèle économique pour venir vers cette logique régénérative. Je voudrais justement qu'on parle des parties prenantes, parce que vous parliez d'écosystème tout à l'heure. C'est pas si simple là aussi, parce que ça suppose de définir toute la chaîne de valeur et le cycle de vie d'un produit. C'est deux choses différentes, mais déjà restons sur la chaîne de valeur. Voir tous ceux qui y participent, parfois pour des grands groupes, c'est très compliqué de remonter sa chaîne de valeur, d'aller jusqu'à un sous-traitant qui est lui-même le sous-traitant d'un sous-traitant très loin à l'autre bout de la planète. Donc comment on embarque l'écosystème ? Je vais prendre un exemple. C'est une entreprise qui est en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Belco, qui fait du café. Et donc on va suivre aussi, puisqu'ils vont faire la Transat Jacques Vabre aux couleurs de la CEC. Donc voilà, donc le dirigeant est très engagé. C'est la deuxième génération, c'est son père qui lui a légué l'entreprise. Et sur le café, il y a une interrogation sur la filière. Et donc là, il le dit très clairement, il est allé dans ces pays-là, notamment en Éthiopie, en Colombie, pour comprendre où était produit le café, quel était le type de culture qu'il y avait, est-ce que c'était intensif ou plutôt diversifié, et de repenser la filière. Ils ont installé, par exemple, c'est les premiers à le faire, des transports par voilier, et je dirais, ils créent une relation très particulière en local avec les producteurs de café, qui sont très challengés actuellement, puisqu'ils doivent remonter de plus en plus haut dans les montagnes pour pouvoir produire. Et donc, c'est cette intimité, finalement, avec la chaîne de valeur. Donc, le PDG de Belco, il le dit lui-même, s'il ne va pas à la racine de la graine de café, en fait, il n'y aura plus de production d'ici 10 ans. Donc, voilà, c'est vrai que les grands groupes sont plus challengés parce que leurs filières, leurs fournisseurs, c'est en centaines parfois. Donc c'est là où on a besoin d'un gros relais dans les équipes achats, notamment sur tout ce qui est l'amont, les approvisionnements qui doivent s'impliquer à fond. Et puis il y a aussi beaucoup de logique sur le marketing, donc plutôt en aval. Et dans les grands groupes, moi j'ai occupé cette fonction-là, de créer des offres marketing. Et c'est là où je crois qu'il faut qu'on en parle, il faut toucher le cœur du réacteur. C'est-à-dire, quel est le modèle économique ? Est-ce que mon modèle économique, à la base, il va être gagnant si je vends de plus en plus de choses, si j'ai un modèle volumique ? Dans 95% des cas, c'est ce qu'on a en entreprise. Ou est-ce que je crée un modèle linéaire dans lequel on a tous grandi, 93% de l'économie mondiale est linéaire aujourd'hui. Seulement 7% est circulaire. Donc la question, c'est créer un modèle économique dès le départ qui est vertueux, qui va permettre de recycler, de travailler sur toute la filière, de faire beaucoup plus de services et de moins user les produits. Et donc c'est vraiment là, on va à la racine des modèles économiques. Alors effectivement, il y a eu la première session qu'on a accompagnée ici dans cette émission. On recevait un binôme. Merci beaucoup d'ailleurs. Non, c'était un plaisir. Ensuite, vous avez décliné le concept à la fois régionalement et en thématique, c'est ça ? C'était ça l'idée ? Oui, on est toujours sur cette théorie du changement de la CEC, et puis on a beaucoup de partenaires, qui est de se dire qu'on a besoin de couvrir les territoires. Donc là, on peut annoncer qu'il nous reste 3 territoires, c'est le Centre Val-de-Loire, l'Occitanie et le Grand Est, qui seront couverts d'ici la fin de l'année. Donc on aura des parcours CEC, des équipes CEC partout en France,
Pourquoi ? Parce que c'est en territoire qu'on fait vraiment atterrir l'économie régénérative. C'est une économie de la coopération où les déchets de l'un peuvent devenir les ressources de l'autre. Et donc, on a maintenant plus de 25 parcours qui ont eu lieu et des répétitions de parcours qui ont eu lieu sur le territoire partout en France. Et à chaque fois, il y a plusieurs dizaines d'entreprises qui participent. Et à chaque fois, il y a entre 50 et 70 entreprises qui viennent toujours en binôme. On a la dirigeante ou le dirigeant accompagner ce qu'on appelle son Planet Champion. Oui. Donc, c'est son relais dans l'entreprise. Donc, ça fait des cohortes d'environ 150 personnes, ce qui nous permet d'avoir des intervenants de très grande qualité. Et en France, on a plein d'intervenants, plein de scientifiques de grande qualité. Et puis, on se dit aussi que pour transformer l'économie, il y a une question aussi de verticale, de filière. Je prends l'exemple de la finance, ou l'exemple là, on a le monde agricole. En ce moment même, on a une cohorte sur le monde agricole. Alors, c'est quoi on va parler de la finance juste après. Le monde agricole, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place là ? Le monde agricole, en fait, on a 70 entreprises de toute la filière agricole. Alors, des agriculteurs, mais aussi des distributeurs, des transformateurs, et qui sont en train de travailler justement en équipe. Et là, ils ont 2 livrables. Ils ont cette feuille de route. Donc, chaque entreprise doit se questionner et faire sa feuille de route. Et aussi, ils ont beaucoup de travail en collectif pour avoir des projets de coopération. Donc, ça peut être, sur le monde agricole, on sait que ça sera des demandes aux législateurs, mais il y a aussi beaucoup de projets sur qu'est-ce que nous, filières, si on se prend en main, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Parce que souvent, on reporte la balle, on transmet la balle en fait aux législateurs, au gouvernement. Mais déjà, on peut faire énormément. Le monde économique lui-même, tout seul, peut faire déjà énormément. Alors, vous parliez de la finance, justement, sur ces conventions thématiques. Je vous propose la question de l'ancien directeur des finances de la Banque mondiale, qui était à votre place la semaine dernière, le fondateur du fonds d'investissement Blue Like an Orange, Bertrand Badré. Éric, je suis pas surpris, mais très heureux que tu me succèdes sur ce plateau. D'abord, félicitations pour le succès de la CEC en général et plus précisément pour celui de la Convention des entreprises citoyennes pour la finance. Tu m'avais demandé d'être le parrain, j'étais un parrain heureux et comblé. Je suis de nouveau parrain pour la 2e session. Pour moi, c'est essentiel d'avoir une approche spécifique pour la finance. Et ce que je souhaite, c'est pas une question, je connais ton enthousiasme, ta vision, c'est que tu poursuives le plus longtemps possible. Il faut innerver la finance. Et donc la question, c'est est-ce que tu as l'énergie de continuer pour toutes les années qui commencent ? Merci. Alors, peut-être d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut une approche spécifique pour la finance ? Alors, on a pas mal de sujets thématiques, mais la finance, c'est, j'allais dire, l'enjeu de tous les enjeux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet démultiplicateur. Je disais tout à l'heure qu'un dirigeant d'entreprise avait un super pouvoir parce qu'il a son entreprise, ses offres, ses employés, son écosystème. Mais c'est vrai que dans la finance, il y a un super pouvoir qui est de flécher en fait, nos économies, les économies d'un gouvernement, les budgets d'un gouvernement, d'un fonds impact, d'une banque, tout cet argent qu'il y a dans le système, c'est de flécher au bon endroit. Alors, ils le disent eux-mêmes, les financiers, s'il n'y a pas d'économie régénérative, de vrais projets régénératifs, en fait, ils ne savent pas où flécher. Donc, on a besoin d'un double mouvement, de multiplier le nombre de projets qui sont régénératifs et d'entreprises qui font une vraie bascule, et très vite, d'avoir le monde financier qui vient flécher des gros montants, là on parle de dizaines de milliards d'euros, vers cette économie-là pour lui donner les moyens d'opérer ce mouvement de bascule. Et donc c'est cette prise de conscience qu'on a beaucoup travaillé. Le problème avec le monde financier, c'est qu'on a eu beaucoup de green bonds, d'investissements green, plus ou moins à impact, où en fait l'impact il est quand même très minime. Et donc on est dans le système actuel et on fait des petits ajustements à la marge et on a l'impression qu'on a verdi le portefeuille. Or, on est très très loin du compte. Déjà, l'expression en soi veut tout dire, verdir le portefeuille. Voilà, et donc il ne s'agit pas de verdir le portefeuille, il s'agit d'avoir toute une économie qui bascule et c'est vrai que... Mais est-ce que vous manquez d'énergie pour prendre la deuxième question de Bertrand Badré ? Parce que c'est peut-être le monde le plus difficile à convaincre, si je vous entends. Par rapport au monde financier, je dirais que est-ce que c'est le plus difficile à convaincre ? Pas forcément, parce qu'on touche des êtres humains. Des êtres humains qui sont aussi des parents, des gens qui vont dans la nature, qui voient quand ils vont en montagne, ils voient que ça change, le paysage change. Les gens qui font la plongée sous-marine voient que les fonds marins changent. Donc dès qu'on prend ce moment de se reconnecter, même avec ces personnes-là, on s'aperçoit que le shift se produit très vite, émotionnellement.
Et ensuite, je prends l'exemple, Mark Wormser, qui est le PDG de la banque Wormser, c'est une banque qui est une banque parisienne, une banque privée, a fait un shift très puissant. Et là, il est en train de remettre en question fondamentalement les investissements de sa banque et les recommandations d'investissement de sa banque. Donc là, ça peut aller très vite. Donc je dirais oui, c'est peut-être plus difficile parce que cette population-là, elle est vraiment bien ancrée dans son système, mais ça vaut plus le coup. Parce que quand on fait shifter, on a des effets dominos qui sont d'autant plus puissants. Alors, il y a une question qu'on doit vous poser souvent, c'est la question de la rentabilité. On a bien compris que c'était plus l'objectif principal, mais en même temps, si ces entreprises régénératives prouvent leur efficacité, il faut qu'elles durent le plus longtemps possible. Et donc, il faut qu'elles continuent de gagner de l'argent. Est-ce que ça leur coûte d'abord de l'argent ? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Je pense que c'est une question fondamentale. Il faut dire deux choses. Déjà, les gens qui veulent le beurre et l'argent du beurre et la bonne conscience, ça n'existera pas. On ne va pas pouvoir parce que simplement, il faut revenir dans les limites planétaires. On a une économie qui est en surchauffe. Et le drill baby drill de Trump, de faire toujours plus, et cette accélération, elle va nous emmener plus vite vers un moment très compliqué où on va avoir des pénuries de tous les côtés. Donc oui, on doit opérer une redescente. Cette redescente, c'est la redescente des activités humaines, de la pression qu'on met sur les ressources. Et donc ça veut dire une économie qui est plus smart, smart impact, une économie qui est plus smart, qui fait plus attention. Après, je prends l'exemple de Renault Trucks ou de Mustela, on a des entreprises qui vont peut-être avoir des chiffres d'affaires et des impacts volumiques plus réduits, mais la pérennité économique, c'est majeur. Parce qu'autrement, ces acteurs, s'ils viennent péricliter, en fait, on va se retrouver avec une économie plus petite, mais qu'avec des entreprises qui ont des impacts négatifs. Donc oui, on a besoin de pérennité. En revanche, on remet en question la maximisation des profits, qui a été posée à un certain moment par Friedman. C'est ce que j'ai appris en école de commerce, il y a 25 ans. La finalité de l'entreprise, c'est la maximisation des profits pour les actionnaires. Donc ça, c'est je dirais un paradigme qu'on remet en question. Ce qu'on veut, c'est une entreprise pérenne qui crée autour d'elle, dans son écosystème, un partage de valeurs cohérent. Et c'est là un changement de lunettes et je dirais même un changement d'imaginaire. Mais si on prend, alors il y a plein d'autres exemples, il y a le groupe Pierre et Vacances, il y a Bouygues Immobilier, enfin voilà, concrètement, leur feuille de route, elle change quoi ? Sur Pierre et Vacances, si vous allez dans le dernier village qu'ils ont ouvert dans les Landes, il est complètement différent de celui qu'ils avaient construit il y a 30 ans. Au niveau du rapport à la nature, au niveau des constructions en bois, au niveau de comment ils recyclent l'eau, au niveau des modalités de chauffage, tout est différent. Au niveau de la nourriture qui est proposée, c'est différent. Et quand on parle avec Franck Gervais, le PDG de Pierre et Vacances, il l'a dit dans la CEC. Il a dit « Nous sommes là pour proposer des expériences de nature ». C'est aussi hyper important. C'est-à-dire que tous les clients qui vont dans un center park, soit un Pierre et Vacances, l'idée, c'est aussi de les reconnecter à la nature. C'est aussi une opportunité. Donc, chacun participe comme ça à la bascule systémique. Et évidemment, c'est très dur. Il ne faut pas se leurrer. Si on n'y est pas arrivé, on est en 2025, on est très loin du compte, c'est que c'est très dur. C'est une remise en question fondamentale. Mais très concrètement, on s'aperçoit quand même qu'il y a des effets d'entraînement. On va évidemment parler du backlash, du retour en arrière américain. Et je m'appuie sur une de vos citations. Vous disiez « J'attends le point de bascule, ce moment où les groupes qui font passer leurs profits avant la préservation de l'humanité et de la planète seront ringardisés ». Le mot ringardisé, évidemment, il est très important. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que ce point de bascule, c'est-à-dire cette date où on sera arrivé à cette ringardisation de ceux qui ne font pas les efforts de transformation et de régénération, il s'éloigne avec le backlash américain? Alors, pas forcément. Je dirais oui et non. Là où il s'éloigne, c'est que pour nous, poser la question de mon énergie, pour nous, là, le monde de la transition, et j'ai énormément de contacts avec d'autres leaders du monde de la transition, de mouvements, et je le sens dans les équipes, c'est un moment très difficile à vivre en ce moment. On avait quand même du vent dans les voiles ces dernières années. Peut-être pas assez, mais maintenant on se rend compte que c'était pas si mal. Je parle de la France aussi. Il faut qu'on soit fiers aussi de ce qui se passe en France. Je voyage dans plein de pays et on a quand même un écosystème unique au monde. J'étais en Angleterre il n'y a pas longtemps. On nous envie énormément de ce qu'on a en France avec le Shift Project, des grandes personnalités, les fresqueurs. C'est quand même, on a quelque chose de donc on a quoi, un écosystème de la transition qui est plus puissant qu'ailleurs. Qui est beaucoup plus puissant qu'ailleurs, très diversifié. On a aussi une économie sociale et solidaire qui vient de très loin en France. On a aussi un milieu associatif avec du bénévolat, plein d'associations en France. Donc en fait, on a un tissu de personnes qui sont déjà embarquées sur le monde de demain. Et on est en fait des centaines de milliers, voire des millions.
En revanche, on n'a pas encore fait complètement écosystème entre nous et parfois il y a des querelles de chapelle qui nuisent. Donc, c'est vrai que moralement, c'est particulièrement difficile en ce moment. Et il faut se le dire aussi, on fait des trucs incroyables avec des bouts de chandelle. On est très peu soutenu. La philanthropie en France est pas énorme par rapport à d'autres pays. Et donc, les modèles économiques du milieu associatif, c'est très compliqué. Donc, ça, effectivement, ça nous coûte de l'énergie, de l'enthousiasme. Et en même temps, est-ce qu'on se rapproche du point de bascule? Moi, j'en suis convaincu. Parce que quand on voit la crispation qu'il y a, notamment aux États-Unis, de l'ancien modèle, pour moi, c'est vraiment, je dirais, la dernière crispation avant le déblocage. Oui, mais alors, si on prend l'exemple du vêtement, des marques de l'ultra fast fashion, pour l'instant, elles sont loin d'être ringardisées, notamment auprès des jeunes consommateurs et consommatrices, quoi. C'est vrai. Après, moi, j'ai des jeunes ados et ils sont dans une ambivalence. Effectivement, culturellement, ces marques-là, elles sont encore mises en avant. Et en même temps, ils sentent bien qu'il y a une dissonance très forte. Et dans les métiers qu'ils veulent faire, les jeunes aujourd'hui veulent des métiers à impact, des métiers qui ont du sens. Donc effectivement, on a tous des dissonances, mais là, elle devient énorme aussi à certains endroits. Donc, quel est le moment où les gens, consommateurs et, je dirais, engagés en entreprise, vont vouloir se réaligner? Là, on sent que ce moment-là, il est de plus en plus puissant. Donc il y a beaucoup d'énergie aujourd'hui, de réalignement. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y a un effet d'entraînement et que tout ça se débloque. On est dans une économie quand même, une France de tradition très, très jacobine. On attend beaucoup du pouvoir central. Vous avez signé, prôné avec une 60aine d'acteurs de l'économie circulaire, la création d'un ministère dédié. Alors c'est intéressant parce que vous dites à la fois c'est les entreprises qui font le job, mais pourquoi il y aurait un ministère sur l'économie sociale et solidaire? En quoi ce serait un effet d'accélération? Et l'économie circulaire, c'est vrai que... l'économie circulaire, l'économie circulaire. C'est vrai que Nicolas Hulot en avait parlé à un moment donné en disant on a 10-12% de l'économie française qui est sociale et solidaire, on a peut-être 5-7% qui est circulaire. Il disait mais finalement je ne comprends pas pourquoi toute l'économie n'est pas comme ça. Si on additionne tout ça, social et solidaire, circulaire, nous les entreprises de la CEC, les entreprises de Mouvement Impact France, les entreprises de Bilab, en fait, on a 20-25% de notre économie avec des dirigeants et des conseils d'administration qui sont en phase avec cette nouvelle visée, ce nouvel imaginaire d'entreprises qui font du bien à la société. Si on regroupe tout ça, et si ce ministère, ou en tout cas s'il y a du soin apporté par l'État sur cette économie-là, et qu'on la met en avant, et qu'on la met en situation de réussir, c'est là où on peut provoquer un mouvement de bascule. Merci beaucoup Éric Duverger, et bravo encore pour toutes ces CEC, ces conventions des entreprises pour le climat. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up. Smart Ideas avec Thibault Lemarié, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Blanc Blanc Blanc. Alors, avec vous, on va se transporter déjà dans un site, on est près de Laval, ça s'appelle la Manufacture du Blanc. C'est un site historique. Faites-nous visiter en quelque sorte. Alors, tout commence en 1768, où un entrepreneur, ayant beaucoup de prêts, comme tous les blanchisseurs de l'époque, se fait un peu challenger par les faubourgs de la ville d'à côté et doit s'installer dans un territoire où il a plus d'espace. Donc il arrive là, et là, cet entrepreneur qui s'appelait Jean-René Pierre Leclerc de la Gilbertière s'installe et est très innovant. Et donc sa blanchisserie rayonne. Vers les années 1800, devient la plus belle du royaume, selon les historiens, donc c'est quand même pas rien. Et exploite jusqu'à 300-400 personnes qui bossent là-bas et qui exportent le textile de l'Espagne à la Hollande jusqu'aux États-Unis. Alors, comme je disais, hélas, et c'est là où ce site qui a 250 ans est extrêmement contemporain, finalement, à cause de l'esclavage aux États-Unis dans les plantations de coton, le coton américain arrive à La Rochelle moins cher que le lin n'est produit dans l'Ouest. Et donc, la blanchisserie fait faillite en 1811. Et donc, vous réhabilitez ce lieu déjà ? Oui, exactement. Alors, ce lieu a une vraie personnalité. Et, c'était sur une propriété de famille, donc on n'était pas du tout partisan de le voir tomber en ruine. Et la gravité ne s'arrête jamais. Et donc, on a élaboré tout un projet autour de l'histoire de ce lieu. Moi, je suis paysagiste de formation et on parle souvent de génie du lieu. C'est-à-dire qu'on ne crée pas un paysage, on le révèle. Et tout l'enjeu de Blanc 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 a été effectivement de prendre ce lieu qui a son histoire et de le révéler. Parce qu'il avait aussi des méthodes, on va dire, avec des méthodes d'aujourd'hui de management qui étaient révolutionnaires pour l'époque. Et donc, finalement, dans ce lieu,
vous allez porter ces valeurs, on peut dire ça. Exactement. Alors, c'est là où ce lieu est très très riche. Et dès ses écrits de 1797, donc les techniques de blanchiment à la masure, il n'avait aucun complexe à dire que ce qu'écrivait Diderot n'était pas à la hauteur de ses écrits. Donc vous voyez, c'est un vrai entrepreneur, on va dire. Et en fait, il avait déjà des notions, effectivement, pour que ses collaborateurs aient du cœur à l'ouvrage. Donc ce qui est assez intéressant. Et nous, on va orienter cet endroit pour être un lieu d'accueil, autour de la formation principalement, mais un peu de séminaire aussi. Et l'enjeu, c'est dans un monde contemporain qui est assez challengé au niveau de l'engagement, comment essayer de redonner du cœur à l'ouvrage aux collaborateurs. Et c'est pour ça qu'on lance une expérimentation que l'on a appelée Équilibre vie pro-vie pro. Et le principe est, devant cette appétence de sens de beaucoup de collaborateurs, au lieu de faire un choix entre rester dans un job de bureau et basculer vers un métier manuel, ce qui est souvent un vrai impact dans le niveau de vie, de négocier avec son entreprise un compromis gagnant-gagnant où on a une partie du temps pour ce métier manuel. Par exemple, un quart du temps. Et donc vous restez un pied dans votre entreprise et un pied dans ce métier manuel. Et l'enjeu d'une étude qu'on va lancer avec une grande université, c'est justement de savoir quel est l'impact sur la productivité des collaborateurs qui font cela. Il sera aussi, enfin, on est dans un lieu de l'industrie textile. Il sera beaucoup question de réinventer l'industrie textile. Alors, sur le plan manuel, justement, il y a les bâtiments qui restent, parce que la moitié ont disparu quand même avec le temps, normalement, on a un atelier partagé. Et là, la base, c'est de partir toujours de textiles upcyclés. D'accord. Donc on va prendre des vieux draps, des vieilles nappes qui, vous savez, dès qu'elles ont un trou, une tache indélébile, est jetée. Et nous, on va la valoriser. Et ce qui est assez chouette, c'est que ce lieu, on lui souhaite d'avoir une vraie aura internationale, comme le faisait à l'époque notre Jean-René Pierre. Et l'idée est d'avoir des résidents artisans, artistes, designers internationaux qui arrivent et qui font des motifs du design, de l'art autour de ce textile et de retransformer la vision de ce déchet. Il devrait ouvrir quand à l'automne, là, en septembre. Au mois de septembre. Et donc à Laval, près de Laval, c'est ça? Juste à côté de Laval, oui. Juste à côté de Laval, la manufacture du blanc à découvrir. Merci beaucoup Thibaut Lemarié. Et bon vent à votre manufacture du blanc et à ce site, cet organisme de formation qui s'appelle donc Blanc, Blanc, Blanc. Exactement. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.